Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous retrouvons chaque semaine pour faire des commentaires à partir de faits d'actualité et surtout un travail de déconstruction. Aujourd'hui, un thème d'actualité, nous allons prendre deux éléments comme base de commentaires. D'abord, c'est la situation à la tête des États-Unis, la contradiction entre Elon Musk et Donald Trump, et d'autre part, la grève menée par des dockers français pour empêcher l'embarquement d'armes vers Israël. Donc, ce sont les deux thèmes qui vont justifier nos commentaires. Et de ces thèmes-là, nous allons déduire le thème de déconstruction, la question de la dépendance. Et voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Et je démarre tout de suite sur la question de la situation à la tête des États-Unis. Vous êtes tous au courant là, ça fait les choux gras. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, et Donald Trump, donc président ultra-conservateur républicain, avait fait alliance pour gagner les élections. Ils ont remporté et ils ont déclenché la politique ultralibérale pour laquelle ils étaient mandatés par national, donc, et expulsion d'immigrés, licenciement des fonctionnaires, fermeture des centres sociaux, des hôpitaux, etc. Et vraiment une politique barbare, ultralibérale. Sauf que les deux hommes ont leur caractère, ou ne peut pas dire son caractériel, et leur alliance de circonstances a volé en éclats. Et ce qui permet à chacun de dire tout le bien qu'il pense de l'autre. Et donc, on a vu que Donald Trump menace ce bonhomme-là qui est d'origine d'Afrique du Sud d'expulsion, de reprendre tous les contrats qui avaient été accordés à ces entreprises. Elon Musk menace de le faire tomber en disant c'est moi qui t'ai fait gagner, c'est mon argent qui t'a permis d'arriver là. Et puis il même dénonce le fait que l'on a étouffé le dossier de Epstein, le délinquant sexuel qui avait le réseau international, parce que Donald Trump était impliqué. Donc, ils mettent tout cela dedans. Mais pourquoi nous parlons de ça? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la querelle entre les deux hommes, c'est le fait que cela illustre ce que nous dénonçons depuis des décennies en tant que militants politiques. Les pays occidentaux ne sont pas des régimes de vraie démocratie. Comment imaginer qu'un homme seul s'asseye derrière un bureau et puis, à la filée, comme ça, il décide, il signe des... Voilà. Maintenant, je vais mettre 75% de taxes sur mes relations commerciales avec tel pays. Bon, je décide de mettre tout le monde dehors, qu'il soit en règle, qu'il ne soit pas en règle. Je décide de mettre les gens dehors. Je décide de... Et il a le droit de faire ça. La seule chose que d'habitude, ça se fait dans le silence, avec des mots trompeurs pour justifier hypocritement les décisions. Mais là, le bonhomme le fait. Et ce système-là de pseudo-démocratie a été construit pour que les plus riches, que les plus puissants fassent ce qu'ils veulent, cachés derrière des simulacres de consultation populaire. Donc, ce monsieur Trump charge Elon Musk de saboter les services publics, la fonction publique, et puis lui-même signe les arrêtés pour imposer la domination des multinationales états-uniennes à tout le reste du monde en crachant au passage sur ses alliés traditionnels. Et ça annonce déjà la question de la dépendance dont nous allons parler. L'Europe faisait tout ce que les États-Unis décidaient
en matière économique, en matière politique, en matière diplomatique, en matière militaire, au prétexte que nous sommes protégés par le parapluie américain, par la puissance américaine, par le dollar américain. Et puis du jour au lendemain, Trump dit, non, là, j'ai plus besoin de vous, là, je suis assez puissant pour ne pas vous donner une miette de ce que je gagne, je vous punis aussi. Et je n'ai aucun état d'âme, puisque même les accords militaires que j'avais, moi qui vous ai poussé à rentrer dans la guerre en Ukraine, je vous dis, bon, l'Ukraine et vous, au panier, j'en ai plus besoin de ça. Je vais m'entendre avec Poutine pour écraser tout le reste du monde, et puis après, je vais écraser Poutine et la Chine quand je voudrais. Voyons déjà que dans cette affaire-là, un monde est organisé sur la base d'une domination d'une superpuissance. Mais cette superpuissance-là, c'est pas le peuple, c'est pas la démocratie, c'est pas des gens qui réfléchissent. Ce sont des individus qui représentent les multimilliardaires, les multinationales. Et là, le seul mérite que nous allons reconnaître à Donald Trump, c'est de dire la vérité et de ne pas passer par des hypocrisies en matière de relations internationales. Donc la première leçon de ce qui se passe à la tête des États-Unis aujourd'hui, c'est que cela prouve que le système démocratique bourgeois est une forfaiture. Cela ne permet à quiconque au sein du peuple de faire entendre sa voix et de défendre ses intérêts. Et puis, on a parlé des relations économiques. C'est quand à la tête de ce pays-là, qui est tout puissant, qui n'est pas démocratique, arrivent des fascistes, parce qu'il s'agit bien de fascistes. Les fascistes peuvent mettre en pratique leur politique raciste, leur politique xénophobe, sans limite. Nous avons déjà eu plusieurs fois eu l'occasion d'expliquer que tous les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Italie, mènent la même politique fasciste, raciste et xénophobe, en criminalisant les immigrés, en les rejetant, en prenant des lois qui n'ont aucun droit social, tout en sachant qu'ils sont indispensables à leur économie. Mais en faisant ça, ils pourront les esclavagiser librement, ne pas les payer, faire des économies sur leur cotisation sociale, parce que tout ça, c'est des dépenses qu'ils faisaient en soignant des immigrés malades, des immigrés en situation régulière, qui cotisent. Mais on les a bien diabolisés, donc désormais, on peut les expulser, ou bien s'ils restent, les faire travailler comme semi-esclaves sans aucune contrepartie sociale. Donc, on arrive, à travers l'exemple dont nous parlons, à ce que les fascistes qui se développent dans tous les pays et qui mènent cette même politique-là, voient la porte ouverte par Donald Trump qui brise toutes les règles internationales en matière de diplomatie, d'économie, de respect des droits de l'homme, etc. Parce qu'en fait, c'est la mafia des multinationales qui arrive au pouvoir et qui se débarrasse de toutes les dispositions, les conquêtes sociales, les conquêtes démocratiques qui avaient été imposées par les luttes ouvrières, les luttes paysannes, les luttes populaires. Quand je parle de mafia, ce n'est pas une image théorique, parce que les faits prouvent que ces multinationales, ces milliardaires-là, participent d'un réseau mafieux international. Quand on a parlé tout à l'heure de l'affaire Epstein, on l'a pendu dans sa cellule, on l'a suicidé dans sa cellule, comme on a dit. Eh bien, c'est un bonhomme qui avait un réseau de prostitution, notamment juvénile international, dans lequel on retrouve l'implication de tous les responsables politiques, économiques de haut niveau des différents pays occidentaux. Les trafics de drogue, de temps en temps, on entend que celui-là est pris. Mais il y a une interpénétration entre les mafias de la drogue, de l'armement,
de trafic financier. Vraiment, c'est un réseau organisé. On parle de paradis fiscaux. Bahamas, Nassau, Monaco, tiens. Monaco, c'est un paradis fiscal. Avec un dos. C'est pas là que Macron est allé là pour embrasser les dirigeants. Luxembourg. Donc, les paradis fiscaux illustrent cette interpénétration entre les mafias du crime reconnu et la mafia du crime institutionnel. Et c'est à l'heure actuelle, là, nous sommes arrivés à la tête des pays, c'est ceux qui s'opposent. J'ai eu l'occasion d'expliquer, je vous invite à faire cet exercice-là, que dans pratiquement tous ces pays-là, ceux qui sont contrôlés en Amérique centrale et du Sud, arrivent des multimilliardaires. Partout. Et que ceux-là font partie de la classe qui domine. Donc, quand on a insisté sur cela, c'est pour montrer que si nous voulons parler politique, émancipation, lutte pour défendre les questions écologiques, etc., il faut que nous identifions très clairement l'ennemi. C'est eux. Et il nous faut abandonner les illusions que, à travers les systèmes législatifs existants, on va faire une pétition, une manifestation dans la rue, et puis on va demander à ces gens-là de respecter les intérêts de l'humanité. Vous avez constaté qu'on revient sur des mesures qui limitaient l'usage des pesticides et des herbicides cancérogènes, là, à l'Union européenne. Voilà ce que nous révèle la querelle entre entre Trump et Elon Musk, qui, rappelons-le, a prouvé qu'il finance directement les fascistes. Il est le faiseur de roi. L'autre élément international concerne cette grève menée par des dockers français, qui révèle que pendant que Macron fait l'hypocrite en faisant semblant de dire oui, il faudrait reconnaître les Palestiniens. Oui, bon, on est déterminé, mais on ne peut pas faire ça seul. Pendant qu'il fait ses massacres, la France continue à financer, à soutenir diplomatiquement et à armer les barbares criminels qui massacrent des dizaines de milliers de femmes et d'hommes. Donc, les dockers sont arrivés à savoir que dans un bateau en particulier, il y avait des conteneurs qui allaient transporter des armes, des éléments pour l'armement de l'armée d'occupation. Ils ont dit non, on n'est pas dans cette affaire-là. Et des dockers des autres pays où le bateau devrait faire escale ont déjà dit, pas chez nous non plus. Les leçons que nous tirons de cette affaire, premièrement, c'est que la solidarité internationale devient de plus en plus puissante sur tous les continents. Manifestations aux États-Unis, en Europe, partout, et que les classes populaires s'engagent, des enseignants s'engagent dans leur classe, ils sont pénalisés, etc. Mais la contradiction, nous l'avons déjà expliqué, principale. La guerre réelle qui se passe là, c'est l'ensemble des peuples du monde et la classe mafieuse dont on a parlé tout à l'heure. Et le terrain de la Palestine, c'est le front actuellement principal de cet affrontement. Parce que tout être humain, tout être qui croit dans la justice, tout être qui croit dans le droit international, dans les droits de l'homme, il est du camp des Palestiniens. Il soutient les Palestiniens. Et il ne fait pas que soutenir les Palestiniens, il soutient une cause qui est celle de nous tous. Parce que l'écrasement des Palestiniens sera suivi de l'écrasement des autres peuples qui font obstacle aux multinationales. Donc il est vraiment, vraiment important pour nous que nous comprenions qu'aujourd'hui,
l'affrontement est international. Il ne s'agit plus seulement d'exprimer une dénonciation d'un abus ou de dire d'accorder un soutien moral, sympathique. Il s'agit de rentrer dans un conflit aux côtés des Palestiniens avec les mêmes objectifs de renverser le système dominant, la dictature des multinationales et du capitalisme. Ces faits d'actualité-là, je les ai choisis pour permettre de poser la question de la dépendance. Et là, ça va plus concerner notre pays en particulier, même si c'est une question générale. Vous connaissez ce débat qui agite la Martinique depuis les années 60. Et il y a des gens qui disent la France est un pouvoir colonial, il nous faut gagner notre indépendance. C'est ultra minoritaire au début, mais petit à petit, les gens comprennent qu'il y a un problème et sont favorables aux idées indépendantistes, aux messages indépendantistes. Donc, ce débat-là sur la question de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, était totalement pollué par le fait que les valets du colonialisme, que les médias du pouvoir colonial menaient une propagande, disons malpropre, pour aller vite, fasciste, pour diaboliser les indépendantistes, pour mentir et diaboliser sur les pays qui ont lutté pour avoir une indépendance, comme Haïti, pour persuader les Martiniquais qu'ils ne pourraient pas vivre sans la dépendance vis-à-vis de la métropole française. Et ce combat-là était mené avec l'appui massif d'intellectuels de la petite bourgeoisie qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Il y en avait quelques-uns qui luttaient. Parfois, ils ont dû partir à l'étranger. Ils ont lutté de l'étranger. Il y en avait qui luttaient ici, qui étaient marginalisés. Mais globalement, la petite bourgeoisie s'appuyait sur le message assimilationniste, sur l'intégration nécessaire à la France pour l'Europe. Et donc, les gens étaient polarisés sur une interprétation de ce qu'on appelle l'indépendance. Ils en avaient une peur bleue. Et le premier point sur lequel je veux insister, c'est qu'il s'agit d'indépendance institutionnelle formelle dans ce débat-là. Ça veut dire qu'on a notre pouvoir, notre drapeau, etc., qu'on ne dépend pas de la France. On va marquer, on va faire un vote, ou on ne va pas faire un vote, et puis on est indépendant. Mais l'indépendance institutionnelle, c'est un aspect de l'indépendance. Ça concrétise le fait qu'un pays se soit débarrassé d'une tutelle. Mais l'histoire des indépendances en Afrique nous a bien montré que le pouvoir colonial peut récupérer les indépendances institutionnelles, pour que rien ne change. Ils ont, en Afrique par exemple, assassiné tous les dirigeants indépendantistes qui voulaient construire l'Afrique et ils ont placé des marionnettes contrôlées par eux qui ont signé des accords secrets pour que l'Afrique continue à être libre. Vous n'avez pas, je prends l'indépendance, d'accord, je vous la donne, mais vous n'avez pas le droit de permettre à notre pays que nous de venir prendre vos richesses minières. Vous n'avez pas le droit de fixer le prix. C'est nous qui fixons le prix auquel nous achetons, etc., etc. Vous n'avez pas le droit de construire une armée indépendante de la nôtre. Il faut que vous acceptiez notre base. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est une indépendance formelle. Mais on s'en est servi pour dire que l'Afrique a pris son indépendance et elle souffre. En ce qui concerne Haïti, où les esclavagisés ont conquis par la lutte armée leur indépendance, on a bloqué toute possibilité que Haïti puisse se développer. Et ça a été l'épouvantail que vous connaissez. Tous
Martiniquais, Martiniquaises, je vous invite instamment à aller sur YouTube dès aujourd'hui pour regarder l'intervention d'une députée française faite dans le Parlement français et qui explique la responsabilité de la France dans la misère en Haïti. Preuve à l'appui, parce que la pression populaire est tellement forte que les progressistes français ont pu venir au Parlement dire il nous faut discuter de la dette que la France a envers Haïti. Alors, tout Martiniquais, Martiniquaise qui accepte de réfléchir à ces questions-là, qui a le courage de se remettre en cause, je vous invite à écouter ça. Et puis après, nous verrons si nous avons la même idée de l'indépendance d'Haïti. Je reviens pour dire qu'on a polarisé le débat sur la question de l'indépendance formelle. Mais la véritable question de l'indépendance, c'est que si elle n'est pas accompagnée d'une rupture dans la domination économique et politique, elle ne permet pas de se développer. Si elle ne rompt pas les liens de dépendance, c'est le thème principal que nous allons aborder. L'indépendance, c'est un moyen, c'est une formule, voilà, une structure, mais si elle n'organise pas la rupture des liens de dépendance économique, politique, diplomatique, évidemment, les peuples ne vont résoudre aucun problème. C'est pour cela que de plus en plus en Martinique, on parle de la question de la souveraineté. La véritable indépendance est indissociable de la souveraineté. Ça veut dire de la possibilité réelle de décider de faire ce que je veux sans avoir à obéir à l'autre. C'est de cela que nous parlons quand nous évoquons la question de la dépendance. Alors, il y a un ami qui nous disait assez souvent, mais les gens qui sont contre l'indépendance, ils sont pour la dépendance. Qu'est-ce que c'est que la dépendance? Dépendre. Vous acceptez d'être soumis. Quelle dépendance ne conduit pas à la mort? La dépendance envers la cocaïne, c'est une bonne chose. La dépendance vis-à-vis de l'alcool, c'est une bonne chose. La dépendance, quelle qu'elle soit, tue la possibilité de l'être humain de s'émanciper, de décider de se construire. Alors, notre question ne sera plus, bon, est-ce qu'on veut une dépendance institutionnelle formelle? Notre question, c'est comment rompre la dépendance. Comment être maître de mes décisions, d'être souverain et de choisir ce qui est bon pour moi et de rejeter ce qui n'est pas bon pour moi. C'est le combat pour rompre la dépendance. Je reviens sur ce que nous avons évoqué dans l'actualité. Les émigrés qui, du jour au lendemain, y compris ceux qui sont en situation régulière, qui ont leur famille, leurs enfants à l'école, du jour au lendemain, entendent un individu leur dire, foutez-moi le camp. Vous n'avez pas de famille en Haïti, vous êtes ici depuis des générations, mais vous êtes noir, je ne veux pas de vous, foutez-moi le camp. Ces immigrés-là. Dans leur imaginaire, la solution au problème, c'était de fermer les yeux ou de fuir parce qu'on ne pouvait pas faire autrement sur les problèmes qui faisaient qu'Haïti restait dans la misère. J'ai pris l'exemple d'Haïti, mais tous les autres, les Salvadoriens, etc. Donc ils disaient, bon, ah, non, je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire ceci. Donc, ils avaient l'illusion, mais la décision de Trump nous rappelle que quand vous dépendez pour votre vie, vous pouvez passer par quelques instants, mais votre situation n'est pas définitive à n'importe quel moment. Celui dont qui vous dépendez peut décider de vous dire, là, au trou. La question de l'immigration, au niveau international,
Et là, en tout cas, l'attitude de Trump est là pour dire notre priorité doit être la souveraineté dans notre pays pour que nous puissions avoir des emplois, de la nourriture et que nous ne soyons pas obligés de partir pour essayer de survivre. Non pas pour ne pas partir si on ne veut pas, si on peut plutôt, si on a envie de partir, mais ne pas partir si c'est par obligation. Là, il nous faut bien comprendre que quand nous parlons de souveraineté d'indépendance, ça ne veut pas dire que la personne qui a choisi sa souveraineté, qui a de l'argent, qui choisit de partir, ne puisse pas le faire. Mais elle est souveraine, elle dit, je ne vais pas aller aujourd'hui aux États-Unis pour telle raison. J'irai dans tel autre pays parce que j'y serai le bienvenu, etc. Et quand on est souverain, quand les pays du Sud majoritairement sont souverains, les pays occidentaux comprendront bien qu'ils ne peuvent pas survivre sans la main-d'œuvre immigrée, sans le tourisme des riches des pays du Sud, etc., etc. Mais là, on est souverain, on choisit de partir ou de ne pas partir. Après que l'essentiel soit fait, à savoir, nous sommes souverains et nous dépensons notre énergie à construire notre pays, nous privilégions les intérêts de notre population. Donc, on a parlé de dépendance en matière de migration, mais la dépendance alimentaire, enfin, là maintenant, nous en sommes conscients. Quand on détruit le commerce international, voilà, on ne peut plus importer de manger. Quand la guerre va éclater, vous êtes conscient qu'elle va redémarrer, plus puissante qu'elle n'a été en 1937, et puis que les bateaux n'arriveront pas. Bien fait. Notre responsabilité de père de famille, de Martiniquais, doit nous dire, bon, oh, le mouvement a commencé, reconnaissons-le, partout on plante, mais les machins spontanés, individuels, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une politique globale pour dire, nous battons contre la dépendance. Ceux qui sont pour l'indépendance politique formelle, c'est leur droit. Ceux qui en ont peur, c'est leur droit, c'est triste, mais c'est leur droit. Mais ils ne peuvent pas dire, je refuse le combat pour me préparer à vivre sans dépendance. Et c'est ça qui peut unir notre peuple. Là, aujourd'hui, il y a assez d'éléments pour que nous comprenions la nécessité de tout faire pour ne pas être dépendant en matière alimentaire, en matière de santé. Attendons sur les remèdes avec effets secondaires désastreux, les expérimentations anti-Covid qui tuent, qui donnent des maladies cardiaques et qui sont imposées, et puis redécouvrons notre pharmacopée que ces gens-là vendent pour inscrire chez eux, prendre les principes actifs et nous revendre des produits dangereux. Il nous faut avoir notre lutter contre la dépendance en matière de l'alimentation, de la santé, donc apprendre à connaître, comme ça se fait déjà de plus en plus, pour avoir les moyens de subsister en cas de grande crise. Et puis surtout, de la formation de notre esprit, de la défense de notre culture. Faisons en sorte, nous en avons les moyens, de rompre la dépendance culturelle et idéologique avec le pouvoir colonial français. Arrêtons d'apprendre que Napoléon, c'était un grand homme qu'il faut vénérer et qu'il faut accepter sur la page de garde, sur la couverture des livres de 4e en histoire. Apprenons chez nous que Napoléon, c'est un criminel, un dictateur, un terroriste. Et que celui qui a semé la guerre, la mort en Europe ne peut pas être une idole. Apprenons à connaître nos héros, apprenons à connaître notre Fanon, qui aujourd'hui commence à sortir de l'ombre, sérieusement. Donc, indépendance, lutte contre la dépendance culturelle et éducative pour avoir de bonnes méthodes qui puissent former nos enfants. Je prends un exemple qui me vient spontanément. L'anglais et l'espagnol. Combien d'enfants qui passent par le système français qui arrivent à parler anglais
et espagnol couramment. Et on apprend ça parfois depuis 6e, mais en général 4e, 3e jusqu'à 3e. Vous pensez que si nous avions notre ministère de l'éducation et de la culture et que chaque semaine, nous avions des échanges culturels avec la Dominique pour l'anglais, Cuba et Venezuela, enfin bref, les pays hispanophones, le peuple martiniquais ne serait pas comme le peuple haïtien indépendant. La grande majorité des émigrés, des migrants haïtiens parlent anglais, créole, français, parfois allemand, et travaillent dans les hôtels de Miami. Si on est souverain, si on lutte contre la dépendance culturelle, ici, on décide de faire ce qu'on veut pour que tous nos enfants parlent anglais, espagnol, et puis qu'on décide de faire un tourisme populaire qui met tous ces enfants-là à la disposition des interprétariats et qui rapportent de l'argent. Donc, lutter contre la dépendance, c'est un devoir de toute personne qui veut la dignité humaine, tout simplement. Alors, je n'arrive aux arguments. J'ai parlé tout à l'heure des gens qui luttent pour l'assimilationnisme, l'intégrationnisme, parce que c'est leur boudin qu'ils défendent. Parce que ce sont des gens qui sont suffisamment intelligents, instruits, pour savoir que ce qu'ils disent, ce sont des mensonges qui tuent la population. Que quelqu'un, aujourd'hui, là, en Martinique, de haut niveau, vient dire, il y a des gens qui parlent pour l'indépendance, mais ils oublient que les transferts sociaux, l'argent des allocations familiales et de la sécurité sociale, c'est tant de millions qui rentrent pour les malheureux. C'est une malhonnêteté profonde parce que cette personne-là sait pertinemment que cet argent-là est en train de disparaître parce que c'est ce dont nous avons parlé au début, le libéralisme, l'ultralibéralisme qui impose au gouvernement de sabrer les dépenses sociales, de réduire les pensions, de considérer les retraités comme des privilégiés pour prendre une part de leur retraite, qui dérembourse les médicaments. J'ai rencontré un pharmacien qui me dit c'est pas vrai, on ne débourse pas les médicaments. J'ai rencontré un pharmacien qui me dit que c'est n'importe quoi de dire qu'on dérembourse les médicaments. Pharmacien. Ce sont des gens qui défendent leur boudin, qui savent qu'ils disent des bêtises, mais qui veulent empêcher l'évolution pour ne pas perdre leur part de beefsteak. Alors, ce monsieur qui dit qu'on a des aides sociales fait semblant d'oublier que ces sommes-là sont de plus en plus limitées. Maintenant, le RSA, il te faudra prouver que pendant 15 heures, tu es allé faire des démarches, etc. Mais en même temps, ce monsieur-là oublie de dire, il y a tant qui rentrent, et puis il y a tant qui sortent. Comment peut-on être aujourd'hui journaliste, dirigeant politique, et puis faire semblant d'ignorer que le si peu d'argent qui rentre de plus en plus difficilement en protection sociale, repart par les escroqueries que mène la caste suprémaciste qui contrôle l'économie, qui vend des pièces automobiles d'une valeur de 100 euros, qui les vendent 780 et 800 euros, parfois 1000 euros. Que les agences de téléphonie qui vous font payer des abonnements et puis qu'à n'importe quel moment coupent, ne vous donnent pas le service, vous n'avez pas Internet. Que le si peu d'argent que vous avez gagné avec que vous avez reçu par la protection sociale, repart de des services que vous êtes obligé de faire, puisque aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un service public pour aller dire, voilà mon dossier, je veux. Non, il vous faut prendre un numéro, ouvrir un compte sur Internet, il vous faut payer Internet, il vous faut acheter un matériel qui est fragile.
reçoit plus à EDF nulle part, il faut téléphoner. Quand vous téléphonez, nos services sont pleins. Les lignes de votre cabinet pendant 3 jours. Ah, le délai est passé, vous n'avez pas fait Nous sommes dans un monde de truands. La personne qui vient vous dire de ne pas lutter pour l'indépendance, pour la souveraineté, pour vous organiser autrement, parce qu'il y a X millions qui viennent en protection sociale, c'est un affabulateur. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, là, en 2027, des intellectuels, des journalistes, des dirigeants politiques continuent à dire ça. C'est une trahison aux intérêts principaux du peuple, fondamentaux du peuple, une trahison dans la lutte qui se mène entre les deux clans dont nous avons parlé au début, les peuples et les multinationales, tout ça pour des intérêts individuels égoïstes. Alors, ça nous amène à dire que s'ils arrivent malgré tout à tromper les gens, c'est parce qu'ils nous ont habitués à abandonner la voie de la réflexion, de l'échange, du débat, de la confiance entre nous. On nous a appris à être individualistes, à ne pas écouter l'autre, la lutte des égos, les égoïstes, l'individualisme. Donc, on reste dans l'ignorance qui aurait pu nous permettre de lutter dans une bonne direction. Alors, notre première tâche là, si on est d'accord avec l'argumentation que je viens de développer, bien sûr, c'est de dire, il faut que je me renseigne. Où vais-je me renseigner? Qui peut me donner des choses fiables? Comparer les informations, les maturer de façon à savoir qu'est-ce que je retiens ou qu'est-ce que je ne retiens pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'objectif principal aujourd'hui, c'est de préparer les conditions de l'indépendance en cassant toutes les dépendances qui freinent notre vie, qui bloquent notre vie. On a dit économique, santé, culturelle. Il nous faut casser ces dépendances-là et lutter sereinement contre les idées assimilationnistes et intégrationnistes. Je prends cet exemple puisqu'il est d'actualité. Il y aura de nouvelles assises contre la vie chère qui se tiendront bientôt annoncées par ceux qui avaient le PRAC qui avait mené la lutte. Avec l'espoir que oui, on aura des avis d'expertise et que c'est la forme de démocratie. Ce sont des formes installées par le pouvoir occidental pour dévier les luttes. Après 2009, Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé les États généraux. On a parlé, on a fait des commissions. Il y avait des experts, il y avait des députés, il y avait des collectivités, il y avait des syndicats. Tout a été écrit. Qu'en est-il? Excusez-moi, vous savez que j'ai le défaut de dire des choses personnelles. J'ai participé à la commission sur les minima sociaux, retraite, sécurité sociale. Il y avait le représentant de l'ARS là, il y avait toutes les autorités. Il y a des choses qui ont été consignées. Il faut ça, il faut ça. Qu'en est-il? Sarkozy avait fait ça pour désamorcer et puis mettre les dossiers dans des placards. Quand il y a eu les gilets jaunes à Paris, qu'est-ce que Macron a fait? Il a organisé, le nom qu'il a donné à ce machin-là, des rencontres citoyennes, hein, et puis chacun dit oui, il y a les experts du gouvernement, après avoir crevé 2 ou 3 yeux de combattre. Qu'en est-il? Comment aujourd'hui pouvons-nous espérer que des réunions dans lesquelles on s'assied pour dire oui, il y a un expert qui a dit ça, vous faire les multinationales, le pouvoir colonial français, dire ah oui, c'est vrai, le peuple veut ça. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas développer des illusions au sein du peuple dans les temps qui courent là. C'est une responsabilité grave que de venir dire aux gens, on va s'asseoir, on va réfléchir, on va dire au monsieur, et puis il va faire
on reste dans le cadre intégrationniste, on reste dans le cadre assimilationniste. On ne pose pas la question de la construction de l'indépendance, de la souveraineté. On ne pose pas la question de la cassure des dépendances en matière organisationnelle, en matière de structure sur le terrain, etc. On est en 2025. Ces débats-là ont déjà eu lieu, ils ont lieu. Ils ont eu. Comment concevoir qu'on puisse venir proposer ça au peuple à l'opposé de ce qui se fait déjà sur le terrain pour lutter pour la souveraineté? Chacun est libre de faire ce qu'il veut ou d'avoir les illusions qu'il veut. Il y a des gens qui peuvent le faire de bonne foi parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'est pas dans un dîner de gala. Mais nous, là, qui avons compris ce qui se passe au niveau international, est-ce que nous allons faire comme la CEDEAO en Afrique, qui fait des dialogues avec l'Europe pour aménager le CFA, etc. Ou bien est-ce que nous allons prendre l'exemple des pays de l'AES, donc du Sahel, Niger, Burkina, Mali, pour dire nous prenons nos richesses, point terminé. Nous créons notre monnaie, point terminé. Vos bases militaires, vous dégagez. Eh bien, toute l'Afrique regarde ces trois pays-là. Et le monde regarde ces pays-là. Parce que c'est la souveraineté qu'ils construisent. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de donner des illusions au peuple en faisant croire qu'on va faire ami-ami avec les bandits, les mafias des multinationales qui sont au pouvoir. Il faut nous préparer dans un cadre internationaliste avec tous ceux qui ont compris que c'est la révolution ou la vie qui est en cause et qu'il n'y aura pas de vie si le système en place reste au pouvoir. Je vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je ne sais pas si vous avez les paroles de ce chant, camarades, mais je vous invite à découvrir sur Internet et à l'apprendre pour le chanter.